Voici Naïma Mouchou, la nouvelle ministre des Outre-mer. Elle est avocate de formation, députée depuis 2017, membre du parti Horizon d'Édouard Philippe. Elle a été vice-présidente de l'Assemblée nationale jusqu'à sa démission début octobre. Depuis ce matin pour nous, elle est désormais ministre des Outre-mer. À la tête de ce ministère, Naïma Mouchou hérite du sensible dossier calédonien. La proposition de loi organique visant à reporter les élections provinciales, initialement prévues au plus tard le 30 novembre, est une condition pour la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Le gouvernement démissionnaire Le Cornu 1 a demandé vendredi 10 octobre l'inscription en urgence à l'ordre du jour du Sénat de cette proposition de loi transpartisane pour le report. Le Sénat a dû convoquer en urgence des réunions de la commission des lois pour l'examiner. L'examen aura lieu ce mercredi. Le calendrier est très serré. La loi doit être promulguée avant le 2 novembre afin d'éviter la convocation automatique des électeurs calédoniens pour le scrutin de fin novembre. Mais avant tout, il faudra que ce nouveau gouvernement survive à la motion de censure. La France Insoumise et le Rassemblement national ont déjà annoncé qu'ils déposeront une motion chacun dès cette semaine. Si elles étaient adoptées, une dissolution de l'Assemblée nationale et des élections législatives anticipées deviendrait inévitable. Un scénario qui obligerait les élections provinciales à se tenir au pays avant le 30 novembre 2025. C'est au centre hospitalier du Nord que nous avons rencontré Maryse, une habitante de Cala-Gomène, quelques heures à peine avant qu'elle ne subisse une mastectomie, c'est-à-dire une opération du sein. Depuis que je suis partie à Nouméa, là, je crois que c'est le mois de juillet, j'avais fait un dépistage. Et puis c'est là qu'ils m'ont annoncé les résultats, que j'ai eu un cancer du sein. C'était dur quand même à entendre. C'était quand même dur parce que j'étais un peu étonnée. Mais je crois qu'il faut accepter parce que ça fait partie de notre vie, quoi. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes dans le Nord qui ont cette maladie, mais ils ont peur d'aller voir les médecins. J'encourage les mamans comme moi, les plus jeunes, les plus âgés, qu'ils font le dépistage parce que c'est plus important parce que les médecins, les gynécologues sont là pour nous soigner. Alors Marie, c'est une patiente qui a un cancer du sein, qui a été opérée il y a, je crois que c'est 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Déjà, en fait, d'un cancer du sein de petite taille, mais qui, après analyse de la tumorectomie, s'est avéré être de plus grande taille. Donc, fait du coup une mastectomie pour compléter et être sûr d'avoir retiré toute la tumeur. Enfin, je suis contente ici. T'es contente que ça soit ici? Ouais. C'est plus près, hein? Oui. Je comprends. Bon, vous mettre d'autres leurs avec de surveillance. Ensuite, les médecins, on va leur passer la main. Mais surtout les chirurgiens qui vont travailler. D'accord. À la fin de tout ça, on vous réveille dans la salle d'opération. Quelques minutes plus tard, alors que l'anesthésie générale commence à faire effet, Maryse est conduite au bloc opératoire. Toute l'équipe médicale se met alors en ordre de marche autour de Marion. Vous y allez? La gynécologue obstétricienne qui va réaliser l'opération. Et autant vous dire que la jeune femme n'y est pas à son premier coup d'essai, car elle réalise en moyenne entre 1 et 4 opérations de ce genre par mois. Alors là, la tumeur, on ne la voit pas. On a réussi à une cicatrice de la chirurgie, qui est la chirurgie précédente, qui est ici. La tumeur, elle était dans le cadran intérieur. Et en fait, elle était étendue, on n'arrivait pas bien à la délimiter. C'est pour ça qu'on est obligé de la reprendre pour faire une mastectomie et pas juste reprendre le lit de la tumeur. L'opération va durer pendant près de 2 heures, pendant lesquelles Marion, accompagnée de son équipe, vont d'abord inciser au niveau de la peau pour décoller toute la glande mammaire de l'étui cutané dans un premier temps, puis ensuite du plan pectoral en dessous pour enfin enlever l'ensemble de la glande mammaire avant enfin de refermer la plaie. Sur la chirurgie, là on a enlevé la tumeur, on va vérifier qu'il n'y ait pas de saignement, faire ce qu'on appelle l'hémostase. Et puis on va refermer la peau afin d'avoir une cicatrice qui sera finalement une ligne droite. Donc on a retiré la plaque aréolo-mamelonnaire, il n'y a plus de mamelon, il y a juste une ligne droite. Voilà.
Et on essaye de refermer en couvlant pour éviter qu'il y ait un hématome qui se forme ou une complication post-chez-manche. Là, ce que vous voyez, c'est qu'elle reste toute seule. Il y a 100% d'oxygène pour qu'elle puisse avoir un maximum d'oxygène avant de se réveiller. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications. On vient de fermer, elle se réveille tranquillement. Et ils vont mettre après une bande, oui, je te remplis la feuille. Une bande compressive pour éviter que ça saigne. Ça saigne tout de suite et que ça fasse un hématome. Et puis elle va aller faire un petit peu de salle de réveil pour récupérer de l'anesthésie. Maryse est maintenant sortie d'affaires. Selon la Ligue contre le cancer, chaque année en France, on dénombre 49 000 nouveaux cas de cancer du sein. Et environ 20 000 nouvelles femmes subissent une mastectomie à la suite d'un cancer du sein. Même si la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de fiscalité, le pays perçoit des finances publiques inscrites au PLF, le projet de loi de finances de l'Hexagone. Chaque année, ce PLF inscrit les aides et les garanties d'emprunt nécessaires à l'équilibre des finances locales, et cette année, le besoin est colossal. La Nouvelle-Calédonie a besoin de financements particuliers pour sa reconstruction à la suite des événements et pour la mise en place. Et là, ici, la reconstruction, déjà, ça implique des fonds supplémentaires. Ces fonds supplémentaires, on n'en a pas déterminé la nature. Est-ce que ce sera des prêts? Est-ce que ce sera des subventions, des dotations versées par l'État? Et la deuxième chose, on sait que l'État a très clairement fait savoir, en tout cas à une époque récente, que les financements qui pourraient être apportés à la Nouvelle-Calédonie seraient liés à son avenir institutionnel et à un accord sur son avenir institutionnel. Or là, on voit que sur l'accord de Bougival, on est au milieu du gué. Et donc, est-ce qu'on va partir vers un nouveau processus ou pas? En tout cas, on va avoir des incertitudes sur le financement et sur les besoins de financement, la satisfaction des besoins de financement de la Nouvelle-Calédonie. Quel peut être l'impact au pays? Conséquence numéro 1, le blocage des fonds d'urgence. Le budget 2026 doit officialiser des enveloppes massives à l'image de 200 millions d'euros, soit environ 24 milliards de francs, pour financer la reconstruction des écoles et des bâtiments publics incendiés. Sans vote rapide, ces sommes pourraient être gelées. Conséquence numéro 2, les dispositifs de défiscalisation pour encourager les investissements, notamment dans la production et la transition énergétique, pourraient être mis à mal s'il n'y avait pas de budget adopté. Conséquence numéro 3, le fonctionnement même des services publics pourrait être endommagé. C'est la loi de finances qui alloue les crédits pour le paiement des salaires des fonctionnaires d'État, mais aussi de l'ensemble du corps enseignant local. Cependant, des dispositions peuvent être prises pour éviter l'arrêt total de l'économie. Si le budget n'est pas voté avant le 31 décembre, il y a une loi spéciale qui peut être promulguée, qui est facile, et on l'a vu l'an dernier puisque c'est ce qui est intervenu, qui va permettre à l'État de percevoir les recettes, c'est-à-dire percevoir les impôts, grosso modo, les taxes et tous les droits de l'État, et d'assurer le paiement des charges courantes. Donc en vrai, ce qui se passe dans ces cas-là, quand on a une loi spéciale, c'est que on met le fonctionnement de l'État au minimum, et on assure le fonctionnement de l'État dans l'attente du budget. C'est l'attente du budget qui après va conditionner les investissements ou des fois les efforts qui sont faits sur certaines administrations, notamment en matière de recrutement, par exemple des fonctionnaires ou d'augmentation des services ou diminution de ceux-ci. Une ultime question se pose. Ce gouvernement existera-t-il encore à la fin de la semaine? Sébastien Lecornu est attendu ce soir pour son discours de politique générale, un discours crucial. 2 motions de censure ont déjà été déposées. Chaque vote va compter. Les motions de censure seront débattues jeudi et vendredi. On a fait nos petites marches pour bien matérialiser l'entrée aussi, tu vois. Comme ça tape à l'œil, puis ça invite les gens à venir marcher, quoi. C'est parti. C'est parti pour la découverte du nouveau sentier pédestre situé ici, sur la plage de la piscine flottante de Koumak. Pendant plusieurs semaines, Johan et les jeunes de la commune ont défriché ce sentier qui relie 2 petites baies. Est-ce que tu vois la végétation que tu vois sur ta droite devant moi là?
C'est vraiment ce qu'il y avait à la base, quoi. Donc il y a eu un gros travail de défrichage et après de modélisation des marches à l'aide de basique, pelle et baramine. Donc voilà, un gros travail qui a été fait par les garçons. Forêt de mimosa, forêt d'aloès ou encore flanc de falaise, le parcours de 600 mètres passe par différents environnements. Un élément qui détermine l'ouverture et l'accessibilité de ce sentier est l'installation de la rambarde de sécurité au niveau de la paroi rocheuse. C'est la zone qu'on se doit de sécuriser avant de l'ouvrir au public. Mais c'est c'est une des plus belles, mais c'est la seule qui est dangereuse sur les 500 mètres de sentier qu'il y a. Le sentier Tiuvado, inauguré en avril dernier, privilégie la randonnée en montagne. Celui de Pandop propose un autre niveau et un paysage différent, celui du littoral. Et l'idée, c'était d'ouvrir ce front de mer aux enfants, aux mamans, aux petites familles. Et on peut y retrouver 3 à 4 points de vue. En fait, le sentier commence à la 2e plage, pour les habitants de Koumak qui connaissent bien. Donc il débute à la 2e plage et il finit sur la piscine naturelle de Koumak. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire une boucle, faire le sentier, rentrer par la route, ou bien faire un aller-retour sur le sentier, ou bien encore venir faire un sunset le soir à 17 h, profiter des bancs qui sont mis en place à disposition, et voilà. Depuis quelques mois, la commune de Koumak est devenue une station verte. Un label écotouristique, une destination de loisirs touristiques, de découverte tournée vers l'environnement. On est censé retrouver sur Koumak des sentiers de randonnée, des sentiers de VTT, des gîtes éco-responsables, etc. Donc on veut vraiment mettre ça en avant. C'est vraiment une volonté de la commune de créer des sentiers de randonnée, de créer des accès verdoyants pour le public, de créer des zones de repos où il fait bon vivre, etc. Le sentier pédestre de Pandop sera ouvert au public une fois la rambarde finalisée. Les équipes du CLSPD ont déjà prévu un autre aménagement de sentier pédestre du côté des grottes de Koumak. Claire Durieux arrive à la fin de sa 2e mission au pays. La directrice de la mission interministérielle pour la refondation du modèle calédonien multiplie les rencontres avec les élus, les institutions, les acteurs économiques et les coutumiers. Objectif, poser les bases et la méthode du pacte de refondation économique et sociale du pays. Le lancement officiel des travaux a eu lieu hier, en présence par visioconférence de Naïma Mouchou, nouvelle ministre des Outre-mer depuis Paris. Et l'enjeu maintenant, c'est de pouvoir capitaliser sur cette dynamique pour avoir des résultats rapides, puisqu'il y a des enjeux de très court terme d'ici la fin de l'année, et bien sûr des enjeux de moyen et long terme qu'il convient également de préparer. La mission prévoit une plénière tous les trimestres avec l'ensemble des acteurs, élus, institutions, chambres consulaires et partenaires économiques. La prochaine aura lieu le 1er février. Il y aura aussi un comité de pilotage composé des présidents des institutions et des représentants de l'État. Il se réunira chaque mois. Premier rendez-vous le 6 novembre. Enfin, 5 groupes de travail thématiques seront appuyés par 11 experts techniques. Ils sont issus de la mission interministérielle, 4 basés à Nouméa et 7 à Paris. Un dispositif destiné à coordonner les réflexions et tracer les grandes orientations de la mission. Donc ils ont identifié qu'il y avait 3 sujets de très court terme sur lesquels il fallait avoir des solutions d'ici la fin de l'année. D'une part, les enjeux de vie quotidienne urgents, donc cantine scolaire, transport scolaire, santé, logement, voilà tout ce qui est vie quotidienne, des sujets urgents. Deuxième sujet de très court terme également, c'est la situation financière 2026 du territoire. Troisième sujet de très court terme, c'est quels investissements rapides pour relancer l'économie. Voilà. Ensuite, les enjeux de moyen terme. Donc là, c'est la diversification du modèle économique, l'attractivité. C'est la définition d'un plan pluriannuel de retour progressif à l'équilibre et de désendettement. Et enfin, les enjeux de long terme, sur lesquels il faut un plan d'ici fin 26, début 27, qui sont les réformes structurelles, santé, jeunesse, logement, etc., pouvoir d'achat, et le développement économique des terres coutumières. Autre priorité, faire face aux urgences économiques. Le secteur du nickel ne survit que grâce au soutien massif de l'État, plus de 300 millions d'euros, soit 36 milliards de francs prévus en 2025. À cela s'ajoutent à peu près 28 milliards de francs déjà mobilisés depuis les émeutes de 2024 pour soutenir les entreprises et les collectivités, dont 2,5 milliards attribués directement aux communes.
Hier matin, au GTPE, il y a eu une discussion autour de l'enveloppe de 2,5 milliards qui avait été ponctionnée sur la deuxième tranche du prêt par le ministre Valls à l'époque. Et donc il y a eu une discussion hier pour pouvoir flécher cette enveloppe-là sur des actions sociales qui puissent répondre rapidement aux besoins et aux urgences de la population. Avant son départ prévu le 19 octobre, Claire Durieux a posé les jalons du plan de refondation, une première étape vers le redressement socio-économique du pays. Alors qu'en ce mois d'octobre, la chaleur s'intensifie, de nombreux Sénégalais ont fini le défrichage des nouveaux champs. Ils brûlent le tapis de végétation et les arbres vivants. Des pratiques nommées Retha et Then. La chaleur et le vent obligent les cultivateurs à surveiller l'avancée de leur feu et à rester vigilants. Et puis avant de brûler tout ce qui est tas de feuilles, tout ça, on essaie de nettoyer autour du champ pour éviter le feu qui va s'étendre sur la forêt, tout ça. Parce qu'il y a le feu de brousse maintenant qui arrive n'importe où ici en Calédonie. Et puis nous, c'est les Sénégalais, on fait ça. On nettoie autour de la barrière pour que ça évite, si on brûle un ouate ou un arbre, ça évite que le feu il prend pour aller brûler bêtement dans la brousse, quoi. Si ces dernières semaines, les pompiers de Négoné sont parfois appelés pour intervenir sur de l'écobuage mal contrôlé, ce sont surtout des feux déclarés en bord de route qui les mobilisent. C'est des passants en fait, ils brûlent et puis voilà. Ils font pas attention et puis on est appelé parce qu'il faut surtout de faire une protection de points sensibles, donc protéger les cases et tout ça. Parce que, voilà. On peut avoir surtout au niveau de la circulation des véhicules, alors qu'à cause de la fumée, ils peuvent pas avoir les véhicules qui viennent d'en face. Du coup, voilà, c'est des accidents qui peuvent arriver. Et là, pour l'instant, on n'a pas eu encore de gros incendies, on va dire ça comme ça. On a de la chance sur Négoné parce qu'il y en a une forêt qui est humide. Du coup, voilà, on n'est pas comme au nord où quand ça prend feu, c'est des hectares qui brûlent. Hein. Donc après, ça met en danger non seulement la population, mais surtout les pompiers aussi également. Malgré les averses survenues hier, la chaleur et le vent maintiennent les risques. La sécurité civile, qui a activé depuis le 1er octobre la cellule feu de forêt, ainsi que la mairie de Marais, en appelle donc à la vigilance et au civisme de la population. Au bout de 3 heures de débat, c'est par 299 voix que les sénateurs ont approuvé le projet de loi reportant les élections provinciales. Une large majorité, sans surprise. C'est une satisfaction pour le sénateur Georges Naturel. Il n'est jamais indifférent dans une démocratie de reporter une élection. Et lorsque ce report se produit pour la 3e fois consécutive, il y a franchissement d'un seuil inédit dont il importe d'examiner les raisons légitimes avec la plus grande attention. Ce n'est ni par confort, ni par opportunisme électoral. Il s'agit également d'une nécessité pour respecter le calendrier fixé par l'accord de Bougival et permettre de retrouver le chemin d'un consensus local qui semblait avoir été obtenu en juillet dernier et qui a été rompu depuis par une partie des indépendantistes. La mise en œuvre de cette organisation institutionnelle nécessite du temps et l'on veut qu'elle soit acceptée par tous. Robert Howie fait partie des 42 voix opposées au report des provinciales. Pour le sénateur indépendantiste, c'est un passage en force. C'est à vous qu'il revient d'apporter la garantie de la France d'un avenir pacifique au Kanaki. Ce n'est pourtant pas le chemin que le gouvernement actuel et celui qui l'a précédé ont décidé de prendre. À chacun de nous, il y a un sentiment de déjà-vu. En effet, 2 années ne se sont même pas encore écoulées depuis la dernière fois qu'on a été appelé à voter sur une proposition de loi visant à reporter les élections provinciales. Avons-nous déjà oublié les conséquences de nos choix pour le peuple de la Kanaki? Reporter les élections, c'est maintenir une période d'incertitude et de tension sur le terrain, notamment tributaire des aléas de la politique nationale que vous, comme moi, représentons, mais surtout soumis à contestation. Prochaine étape pour le texte, l'Assemblée nationale. Il doit être examiné mercredi prochain. Reste à voir si les députés l'adopteront.
Ce sont des clients particuliers que cet opérateur touristique de Ouégoua reçoit aujourd'hui. Accompagnés de leur agent Point Information Jeunesse, 5 jeunes de la commune vont partir en immersion toute une journée avec lui. Une nouvelle formule que propose le PIGE pour mieux lancer les jeunes dans le tourisme, un secteur qui n'est pas beaucoup développé dans cette commune. D'habitude, on fait des journées information jeunesse et on a constaté que ça ne marche pas bien. Donc, on s'est rabattu sur cette formule-là, Happy Bootcamp. Voilà, on consiste à aller chez un prestataire, le questionner sur son métier. Ces 5 jeunes-là, normalement, à l'époque, ils avaient des projets de reboisement en groupe de jeunes, et pas forcément des projets dans l'activité touristique. Donc là, c'est pour les amener, pour qu'ils vivent l'activité, quoi. C'est pour encourager aussi la jeunesse et la population de Ouégoua à s'investir dans les activités touristiques, quoi. Tout au long de la descente du Diaote, c'est un jeu de questions-réponses qui s'installe entre les futurs entrepreneurs et Richard Martin. Entretien qui se poursuit à l'île aux Palmes avant le repas. 11 années dans le domaine avec des hauts et des bas, l'opérateur touristique a pu donner des conseils, des pistes pour encourager ses futurs collègues. Les questions, c'est progressif en fait. C'est voilà, comment j'ai commencé, comment j'ai eu l'idée de faire ça, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. J'ai parlé de mes problèmes. C'est des problèmes qui est lié au statut de société, qui est lié au secteur du tourisme, qui est lié par rapport aux institutions, au travail. En fait, il y a beaucoup à dire. Et je, de par cette journée-là, leur dire le maximum, non pas pour les décourager, mais pour qu'ils s'attendent à quoi ils peuvent s'attendre, pour justement qu'ils passent ces étapes. Mais je pense que le conseil principal, c'est d'aller jusqu'au bout. De ne pas s'arrêter, de trouver des portes fermées et puis se décourager. Les 5 jeunes choisis pour ce Happy Bootcamp sont originaires de différentes tribus de Ouégoua. Toutes disposent d'un potentiel touristique intéressant. Certains ont des projets d'accueil chez l'habitant. Steve, lui, voudrait développer une activité de canoë-kayak sur le Diaote au niveau de sa tribu de Manguine. Mon projet, c'est de faire découvrir. Moi, je reste plutôt en aval sur Manguine. Et c'est là où il y a eu la mine de l'or. Et voilà, il y a un autre projet derrière ça aussi. Si on met en valorisation que le projet à Martin, voilà, c'est tout un circuit à faire après. Il y a des jeunes qui sont avec moi, ils sont plus au fond, dans les forêts, plein de bois. Il y a les autres qui sont à l'embouchure. Et tout ça, il faut qu'on le dise tout ça pour faire un magnifique projet de touriste, quoi. Du coup, satisfait de la... Ah ouais, très satisfait de la journée, enrichissant, quoi. Enrichissant, c'est le sentiment avec lequel repartent les futurs agents touristiques. Auprès de Richard Martin, ils ont pu voir les différentes prestations qu'il propose. Une même fibre anime toutes ces personnes, celle de faire connaître et de développer leur petit coin de paradis, qu'est leur commune de Ouégoua. N'imaginez à aucun instant que vous allez le faire sur le peuple camin qui sont les FNKS. Il est temps pour les uns et les autres de revenir à la raison, de reposer des bases sereines pour qu'on puisse avancer. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer. Ces propos du président du FLNKS ont ouvert la conférence de presse organisée par le Front ce matin. Le mouvement réagissait au vote du report des élections provinciales hier par le Sénat. Le FLNKS a réaffirmé son souhait de les maintenir cette année, un discours adressé aux députés, car l'Assemblée nationale doit examiner le projet de report mercredi prochain. On interpelle, on alerte les députés, parce que le report des élections était justifié par la recherche d'un accord. Or, aujourd'hui, on n'a plus d'accord. Après près de 2 ans de négociations, il faut acter l'échec de négociation. Il faut repartir aux élections. Il faut redonner du souffle à la Calédonie, à ses représentants. Redonner une légitimité aux gens à travers la voix du peuple. Et que les futures personnes qui négocieront pour la Nouvelle-Calédonie auront justement la légitimité des urnes, ce qui n'était pas le cas depuis 1 an. Pour le Front, le maintien des provinciales doit permettre de partir sur des bases plus sereines pour relancer les discussions. Des discussions qui pourraient peut-être avoir pour base le projet d'accord politique de Deva. C'était vraiment une bonne avancée qui d'ailleurs avait été acceptée. Donc nous on le regrette, ce projet
de souveraineté avec la France était un bon compromis entre ceux qui voulaient l'indépendance et ceux qui voulaient rester dans la France. Et ça a été rejeté par les loyalistes et les républicains. Aujourd'hui, on se retrouve avec un projet de Bougival qui, même s'il y a des apparences de souveraineté, avec une nationalité qui n'en est pas une, un transfert des compétences qui est quasiment impossible à réaliser, nous enferme définitivement dans la France. Le FLNKS va poursuivre son travail de lobbying auprès des parlementaires pour les convaincre d'empêcher le report des provinciales et la mise en œuvre de l'accord de Bougival. Le Front a indiqué qu'il activerait également son réseau international, à savoir le groupe de fer de lance mélanésien, le Forum des îles du Pacifique et l'Organisation des Nations Unies.